Salut les pingouins! Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que je recommande vraiment pour essayer de trouver un équilibre dans sa vie et se sentir plus serein au quotidien. Ce livre c'est Qui veut la peau de la licorne de Géraldine Rémy. À la base le livre traite de l'éco-anxiété, mais comme je vais vous l'expliquer plus tard, pour moi l'intérêt du livre est beaucoup plus large que juste ça. On va quand même commencer par parler de l'éco-anxiété parce que c'est un sujet quand même assez important et que les gens connaissent pas forcément. Parfois les personnes sont sujettes à l'éco-anxiété mais savent pas comment ça s'appelle. Alors je suis pas du tout un expert du sujet, donc j'espère ne pas dire trop de bêtises, mais pour moi en tout cas, l'éco-anxiété c'est quand on ressent de la peur ou de l'inquiétude par rapport à l'avenir à cause des sujets qui sont liés à l'environnement. En plus de cette inquiétude, il peut y avoir d'autres émotions négatives qui viennent se greffer un petit peu à ça. Il peut y avoir la tristesse, par exemple, quand on voit toutes les espèces qui disparaissent, on peut se sentir triste par rapport à ça. Il y a aussi la honte d'une certaine façon de participer aussi à ça, quand on prend sa voiture, quand on prend l'avion ou autre. Et également on peut ressentir de la colère parce qu'on se sent impuissant, on voit plein de décisions qui sont pas cohérentes avec les enjeux climatiques. L'éco-anxiété c'est un petit peu tout ça avec des émotions plus ou moins fortes suivant les personnes, suivant la façon qu'on a d'apprendre les choses et ce qui nous touche le plus ou pas. Que globalement il y a quand même beaucoup de signaux qui laissent à penser que l'avenir est pas tout rose, qu'il va y avoir des difficultés par rapport notamment à tout ce qui est l'environnement, le climat, la disparition de la biodiversité, etc. Je vais pas faire la liste de tout ce qui va pas parce que déjà ça serait long et puis en plus il y a des éco-anxieux qui regardent la vidéo, j'ai pas envie d'en rajouter une couche. Géraldine qui a écrit le livre, petit à petit elle s'est beaucoup intéressée à ces questions-là liées à l'écologie, à l'impact environnemental qu'elle pouvait avoir, que la société pouvait avoir. Dans toute sa phase de réflexion et puis de changement personnel dans sa vie, elle a été sujette justement à l'éco-anxiété. C'est le sujet de son livre Qui veut la peau de la licorne. Dedans elle raconte un petit peu son histoire, toutes les phases par où elle est passée. Et en fait c'est une sorte de quête pour trouver un équilibre entre déjà accepter la réalité, être lucide sur ce qui va et ce qui va pas, et puis accepter d'être impuissant, de pas pouvoir tout changer, mais quand même d'essayer de faire des choses, de pas baisser les bras et quand même d'agir à son niveau, faire ce qu'elle peut et ce qui correspond à ce qu'elle a envie de faire. Je trouve que le livre traite vraiment la question de comment est-ce qu'on transforme des émotions négatives en actions positives. Elle dit voilà, je me suis posé toutes ces questions-là et moi dans ma vie par rapport à mes besoins, je pense qu'il faut que je fasse ça dans ma vie, mais après chaque personne répondra différemment à ces questions et du coup trouvera un chemin différent pour justement arriver à transformer les émotions négatives en actions positives pour la planète. Je trouve que généralement dans la vie il y a beaucoup de choses qui sont pas tout noir ou tout blanc. Souvent en fait je vois ça un peu comme un curseur, donc d'un côté on a le noir, d'un côté le blanc. Chaque personne va se situer à un endroit entre les deux, plus ou moins près, et puis ça va pouvoir évoluer en fonction de la personne, en fonction de l'environnement, des nouvelles informations. Donc c'est jamais tout à fait figé. Et puis c'est pas une question de est-ce que le noir c'est bien, le blanc c'est pas bien. C'est juste une question de où on se situe personnellement entre ces deux choix. C'est intéressant de montrer sur quelques choix où est-ce qu'on peut placer le curseur avec les exemples de Géraldine et mes exemples personnels à moi aussi. Une question qui revient plusieurs fois dans le livre de Géraldine, c'est celle de comment se comporter un petit peu en communauté, donc avec ses amis, avec sa famille, par rapport à toutes ces questions-là. Donc d'un côté, on peut faire le choix de jamais rien dire, de laisser les gens faire ce qu'ils veulent et sans jamais leur parler des questions écologiques. Et à l'opposé, on peut faire le choix de systématiquement, quand on repère une incohérence ou quelque chose qui pose des problèmes au niveau écologique dans le comportement de quelqu'un, lui faire remarquer et lui expliquer pourquoi ça pose un problème pour l'environnement. Par exemple, dans le livre de Géraldine, à un moment, il y a une de ses amies qui part en vacances, donc elle est super contente de partir en vacances, mais elle part en avion. Du coup, Géraldine, elle est un peu tiraillée entre est-ce qu'elle doit se réjouir pour son amie parce qu'elle part en vacances, elle va passer un bon moment, ou est-ce qu'elle doit lui parler du problème écologique de l'avion et potentiellement faire culpabiliser son amie, ce qui est pas très sympa non plus. Ça c'est une question qui me parle beaucoup aussi parce que il y a forcément le problème de se brouiller avec les gens, de se prendre la tête dans des débats sans fin dès qu'on va faire remarquer des incohérences ou signaler des problèmes à son entourage. Mais en même temps, il y a aussi plein de questions dont les gens sont pas au courant. Et quand on s'intéresse plus à l'écologie, on a plus de connaissances sur ce problème-là, donc on est plus à même d'en parler et de l'expliquer autour de nous. Et ça peut avoir un impact ultra positif d'en parler, d'expliquer aux gens. Et parfois quand on fait ça, les gens vont se remettre en question et peut-être changer leurs habitudes. Mais d'un autre côté, ça peut créer des conflits. Il faut arriver à ajuster le curseur pour d'un côté arriver quand même à informer les gens autour de soi et en même temps garder un peu ses amis et ne pas être le gros relou que plus personne veut voir. Quand on se rend compte de tous les problèmes liés à l'écologie, il y a deux façons opposées de réagir. C'est soit on se dit de toute façon c'est foutu, quoi qu'on fasse, surtout à notre échelle, ça changera rien, donc je fais rien et je continue comme avant, voire je fais pire. Et à l'inverse, il ne reste plus beaucoup de temps, il y a tellement de choses à changer qu'il faut vraiment pas perdre de temps, donc on s'y met à 200% et on fait quasiment que ça, s'investir pour essayer d'agir pour améliorer les choses.
Donc agir, c'est vraiment bien parce que ça évite de se sentir coupable de rien faire. Là, on s'implique dans le changement et on n'est plus dans la phase où juste on y participe. Le problème de ça, c'est qu'il y a tellement de choses à faire, c'est que même s'endormir et en faisant que ça de ses journées 24 heures sur 24, eh ben, jamais on pourra tout faire, jamais on pourra être parfait. C'est très dur d'arriver à être parfait juste sur un sujet. Et comme il y a des milliers de sujets, bah, c'est impossible vraiment d'arriver à cette perfection-là. Le risque, c'est de tomber dans l'excès et vraiment de trop agir. Et du coup, on se retrouverait à un moment où on est un peu en burn-out et on n'a plus rien envie de faire, on perd toute motivation. On se retrouve du coup à l'opposé, on fait plus rien. Elle, Géraldine, elle a vécu ça un petit peu à une période où elle suivait plein de formations sur la permaculture, elle lisait plein de livres aussi. Elle s'est rendue compte que ça lui apportait des connaissances, mais que finalement ça lui apportait pas vraiment ce qu'elle recherchait et ça lui permet pas de se sentir mieux face à l'avenir. Ça lui prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour finalement peu de bénéfices. Moi, c'est une question que je me pose très souvent. Là, depuis 2-3 ans, j'essaie de construire ma maison pour avoir un endroit chez moi à l'abri, en sécurité. Et en même temps, j'ai aussi envie d'avoir des légumes, donc j'ai envie de travailler sur le potager, mais ça prend du temps. Et c'est dur en fait de tout faire en même temps parce qu'il y a beaucoup de connaissances à acquérir, il y a beaucoup de travail à faire. Le gros risque, c'est de s'éparpiller, de perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de pas voir les choses avancer et finalement de tomber dans la case extrême, je fais plus rien parce que de toute façon, j'arrive pas à avancer. Et ça, je trouve que c'est typiquement un curseur qui évolue très souvent parce que il y a des périodes où on est plein d'énergie, sur des nouveaux projets, on a vraiment envie d'y aller à fond. Et il y a des périodes où on a besoin de plus de temps parce qu'on est plus fatigué, parce que on peut avoir des soucis personnels qui font qu'on a moins de temps à consacrer sur certains projets. Donc pour moi, c'est vraiment un curseur qui évolue constamment en fonction de l'énergie que j'ai, de la motivation que j'ai. Si j'ai besoin parfois de me reposer, de couper de plein de choses et de plus rien faire pendant une certaine période. Et je pense qu'ajuster le curseur, justement, ça permet d'éviter de tomber dans un extrême ou dans l'autre. Au sujet de l'information, c'est pareil, il y a deux opposés. On peut passer beaucoup de temps à s'informer, à regarder les news, à lire des livres, des documentaires, des rapports scientifiques. Ou à l'inverse, se dire que de toute façon, c'est de pire en pire, donc ça sert à rien de regarder tous les jours des mauvaises nouvelles sur des nouvelles espèces d'animaux qui disparaissent, sur des hectares de forêt qui sont encore coupés, parce que de toute façon, ça apporte rien. Bon, ça typiquement, c'est un problème qui dépasse largement l'éco-anxiété. On est submergé d'informations et ça peut être un problème de vraiment avoir trop d'informations, pas arriver à faire le tri. Ça peut être complètement décourageant de voir qu'à son échelle, on essaie de faire des efforts et qu'à l'échelle de la société, c'est un peu le contraire. C'est pour ça que trop s'informer peut être un problème. Mais je pense que c'est quand même super important de continuer à s'informer un minimum. Sinon, on se retrouve complètement déconnecté du monde réel. Sur quelques semaines, quelques mois, c'est pas grave, mais sur des années, en fait, on peut pas vivre en étant complètement déconnecté. On risque d'aller dans la mauvaise direction. L'information et les connaissances, c'est vraiment quelque chose de précieux qu'il faut pas traiter comme un problème. Par exemple, ça peut être ultra intéressant de se renseigner en détail sur un sujet écologique, par exemple sur la disparition des abeilles. On peut y passer des mois à se renseigner, se documenter, aller rencontrer des apiculteurs pour vraiment comprendre la problématique, mais c'est du temps où on s'informe et on n'a pas forcément une action concrète directement. Et ça, c'est qu'un sujet et voilà, encore une fois, il y a des milliers de sujets sur l'écologie, donc on peut pas passer son temps à se renseigner comme ça sur tous les sujets. Mais c'est quand même assez intéressant de maîtriser quelques sujets parce que dans les débats, ça permet d'apporter des arguments qui sont vraiment concrets, de montrer que voilà, c'est pas juste un truc qu'on a entendu à la radio et puis on le répète bêtement, qu'on a creusé le sujet et qu'on comprend les enjeux et on comprend ce qu'il faut faire et ce qu'il faudrait faire en tout cas pour améliorer la situation. Une autre grande question que Géraldine s'est posée et que moi je continue de me poser aussi régulièrement, est-ce qu'il faut mieux faire les choses tout seul de son côté ou les faire en groupe, en communauté? L'avantage de faire les choses tout seul, c'est que ça avance assez rapidement parce qu'on n'a pas besoin d'aller convaincre des gens, c'est nos propres décisions, nos propres actions qui ont directement un impact concret. Mais déjà sur la question environnementale, en fait on se rend bien compte que même si moi à mon échelle je fais ce que je veux sur mon petit terrain, en fait tout ce qui est autour, toute la biodiversité, c'est pas mon action qui a le plus d'impact en fait, c'est l'action de tous les autres gens qui habitent autour et qui habitent dans le monde. Donc même si moi je décide de plus polluer, de plus utiliser de plastique, plus utiliser d'électricité du tout, pour avoir un impact le plus bas possible, c'est pas ça qui va faire revenir les oiseaux. Si je suis tout seul à le faire, ça changera rien du tout à l'échelle de la planète pour l'environnement. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'agir en groupe, en communauté, d'essayer de changer aussi la société et pas juste ses propres habitudes, parce qu'en fait il faut que tout le monde s'y mette, il faut que ce soit des changements vraiment majeurs de tout le monde pour que ça ait un impact réel et qu'on puisse un petit peu freiner les choses. Et du côté collectif, on a bien plus de force quand on est un collectif de 100 personnes pour faire bouger les choses que quand on est une personne tout seul. Et si on va vraiment plus loin à l'extrême, à l'échelle d'une nation, si vraiment on arrive toute une nation à aller dans le même sens, on peut faire des choses vraiment énormes qui auront des impacts très rapidement sur beaucoup de choses. Mais par contre, pour arriver à agir à l'échelle de la société, ça veut dire qu'il faut arriver à convaincre une majorité de personnes pour que tout le monde aille dans le même sens. Et ça, c'est aussi beaucoup consommateur d'énergie. Ça peut prendre des années, voire des générations pour arriver à convaincre assez de monde pour que tout le monde aille dans la même direction.
Ça peut vraiment être épuisant comme combat à mener et puis on peut vite se sentir complètement dépassé et inutile. Alors que quand on fait un petit truc tout seul, bah voilà, on décide d'arrêter le plastique, on décide de faire ceci ou cela. Il n'y a que nous à convaincre et si on veut le faire, on est déjà convaincu. Donc c'est beaucoup plus rapide à mettre en place. Et aussi, c'est un curseur à placer. Entre les deux opposés, bah, on peut essayer d'agir au niveau local dans sa ville avec des associations avec 4-5 personnes, avec 10-20 personnes. Au lieu de construire une maison tout seul dans son coin, on peut essayer de se mettre dans un éco-village et puis avec une dizaine de personnes. On peut essayer de créer des liens après entre les villes, entre plusieurs réseaux de transition. Alors ça aussi, c'est un curseur qui peut évoluer au fil du temps, que chacun placera où il veut par rapport à ses aspirations. Moi, le choix que j'ai fait, c'est de commencer vraiment du côté le plus individuel, on va dire, pour justement que les choses puissent avancer, qu'il y ait un minimum de choses concrètes en place. Et ensuite, petit à petit, bah, d'aller vers justement des associations, créer des réseaux au niveau déjà du quartier, après de la ville, après pourquoi pas des villes autour. Ah, Géraldine, elle s'est aussi beaucoup posé la question. Au départ, elle voulait acheter une ferme avec son compagnon et puis bah, justement faire un peu le projet autonomie et puis potager. Et bah, finalement, elle s'est rendue compte qu'elle préférait peut-être plus partir sur un truc collectif. Elle a essayé de rejoindre un projet où il y avait plusieurs personnes, mais ça s'est un peu mal passé, du coup ça n'a pas abouti. Et voilà, moi c'était un peu le problème que je voulais éviter, c'est que bah, dès qu'on est plusieurs, il y a plus de risques de conflit, c'est plus long de prendre des décisions. Et forcément, ça avance un peu moins vite. Il y a une phrase que je trouve assez juste qui dit que bah, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et c'est tout à fait vrai, c'est pour ça que moi je veux partir de tout seul pour aller vite. Et après, petit à petit, essayer d'aller plus loin avec d'autres personnes. Alors pour éviter l'éco-anxiété, moi ce que je retiens du livre de Géraldine, mais après chacun pourra avoir sûrement d'autres messages, c'est qu'il faut justement arriver à trouver son équilibre sur toutes ces questions-là, ajouter tous les curseurs, mais en s'écoutant soi, il n'y a pas une réponse universelle sur ce qu'il faut faire pour la planète et pour ne plus avoir peur de l'avenir. Chacun va apporter une réponse différente parce que ça va dépendre de l'avenir que chacun veut. Est-ce qu'on veut un monde où chacun est de son côté individualiste? Est-ce qu'on veut un monde où tout le monde est ensemble? Il y a plein de questions personnelles à répondre, mais en y réfléchissant, en s'écoutant, en se posant des questions, en n'ayant pas peur de changer de direction si jamais ça va plus, si jamais on se rend compte que les choix qu'on a fait ne nous correspondent plus, et on peut arriver petit à petit à trouver son équilibre, à trouver sa place, à se sentir bien, à sentir qu'on a un impact positif sur les choses, à plus se sentir inutile, et à comprendre que même si on agit qu'à notre échelle et que oui, tout seul on va pas changer le monde, quand même on fait notre part, on fait ce qu'on peut et on fait au mieux pour essayer d'améliorer les choses. Non seulement il y a beaucoup de sujets à traiter, mais en plus résoudre ces problèmes-là, ça prendra forcément beaucoup de temps. Et ça, c'est un truc que Géraldine a dit aussi beaucoup dans son livre. Il faut savoir prendre du temps pour soi, pour s'écouter, pour profiter de la vie à son échelle, même si pendant ce temps-là, on n'est pas en train de sauver le monde, c'est pas très grave. C'est aussi très important de prendre soin de soi, parce que si on ne prend pas soin de soi, on ne pourra pas prendre soin de la planète. À la fin de son livre, Géraldine, elle donne 14 pistes pour essayer de réduire l'éco-anxiété. Et donc à chaque fois, elle donne plein de petites choses. C'est pas une recette miracle en disant vous faites ça et puis c'est bon, ça ira mieux dans 15 jours. Il y a plein de petites choses dans lesquelles on peut aller piocher, des petits exercices à faire, des conseils, des choses à tester pendant une semaine ou deux. Et si ça marche pas, on pourrait essayer un autre conseil qu'elle donne dans son livre. Bon, je sais pas si ça se ressent dans la vidéo, mais j'ai vraiment adoré le livre, il m'a beaucoup parlé. À la base, Géraldine, elle a écrit un livre qui s'appelle Les secrets de la licorne. Et donc moi, j'avais lu le premier, j'avais vraiment adoré, j'avais lu quelques pages et après, j'ai continué toute la journée, je l'ai fini dans la journée tellement j'étais absorbé par son livre. Quand j'ai lu le deuxième, je me sens pas particulièrement anxieux face à l'avenir, j'ai pas vraiment de peur, en tout cas je le vis assez bien, donc je me suis dit ça va pas beaucoup me parler le livre, mais comme j'avais beaucoup aimé le premier, j'ai quand même essayé de lire quelques pages pour voir un peu le style et ce qu'elle en disait. Et c'est pareil, j'ai été absorbé, je l'ai lu en une journée. C'est super agréable à lire parce que c'est pas un truc théorique sur l'éco-anxiété avec des trucs psychologiques, etc. C'est vraiment beaucoup son expérience, les questions qu'elle s'est posées, comment elle y a répondu et comment on peut répondre d'autres façons. Et c'est vraiment plein de sincérité, elle partage aussi ses échecs, s'il réussit pas, les erreurs quand elle pète un câble. Elle a beaucoup d'autodérision, il y a plein de passages qui sont super drôles à lire et je trouve qu'elle a vraiment réussi à traiter un sujet qui aurait pu être complètement déprimant sur l'éco-anxiété, à le rendre agréable à lire. Et moi je trouve que Géraldine c'est une personne qui est vraiment plein de bienveillance, qui a plein d'amour, qui est pas du tout culpabilisante, pas du tout dans le jugement et ça se ressent vraiment dans ses livres. Donc c'est ultra agréable à lire, on se dit pas à la fin du livre oh là là mais moi je fais rien pour la planète, je suis vraiment une merde. Donc, comme je disais au début de la vidéo, moi je trouve que tout ce qu'elle dit, même si là c'est appliqué à l'éco-anxiété, je trouve que en fait ça peut s'appliquer à tous les domaines de la vie et je trouve que c'est vraiment une sorte de quête pour trouver son propre équilibre dans sa propre vie par rapport à ses propres questions. Elle, c'est beaucoup des questions qui sont liées à l'environnement, mais l'histoire des curseurs, de l'équilibre, de s'écouter soi-même, de prendre soin de soi, c'est des choses qui peuvent s'appliquer à tout le monde, même si on n'a rien à foutre de la planète. Donc c'est pour ça que je recommande, même pour les gens qui sont pas éco-anxieux, et je recommande encore beaucoup plus
pour les gens qui se sentent éco-anxieux. Et juste pour vous rappeler, dans son premier livre, donc Les secrets de la licorne, là elle parle un peu de sa prise de conscience, voilà comment elle s'est rendue compte qu'en fait il y avait beaucoup de problèmes qui étaient liés entre eux, qui étaient liés à notre façon de consommer, à notre façon de vivre. Elle raconte avec beaucoup d'autodérision un petit peu sa prise de conscience et puis ses premiers pas, on va dire, dans l'écologie, comment elle a essayé de faire son shampoing, etc. Tous ses échecs, tout ce qui n'a pas marché. Et je trouve que c'est vraiment intéressant pour le côté, en fait, on peut pas être parfait du jour au lendemain et c'est pas grave, l'important c'est d'avancer petit à petit, à son rythme, d'essayer de faire au mieux et de pas tomber dans un excès qui pourrait nous faire complètement déprimer parce qu'on voit que les choses avancent pas assez vite, parce qu'on n'arrive pas à être parfait sur tous les aspects des problèmes. Et dans son premier livre, il y a aussi toute une partie où elle a interrogé des gens qui sont sensibles à l'écologie. Elle leur a posé des questions et donc ça donne pas mal de pistes d'action pour agir, de façon différente de faire. Donc c'est aussi super intéressant pour un petit peu trouver sa voie. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura fait un petit peu découvrir ce que c'était l'éco-anxiété sans vous rendre éco-anxieux pour autant. Je suis vraiment curieux de lire tous vos commentaires sur ce sujet-là, savoir si vous connaissiez, si c'est un truc qui vous parle, si ça vous paraît complètement absurde d'être anxieux par rapport à l'avenir. Et si c'est un truc qui vous touche, comment est-ce que au quotidien vous faites, est-ce que vous avez trouvé des solutions, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous sentir mieux et être plus serein par rapport à l'avenir. Et si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo mais que vous ne savez pas du tout qui je suis, pour vous expliquer, moi j'ai un projet de maison autonome, j'ai envie de devenir le plus autonome possible à mon échelle sur mon terrain. Donc j'explique tout ça à travers des dizaines et dizaines de vidéos sur ma chaîne principale Comme un pingouin dans le désert. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description. Et vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur mon Instagram. À bientôt les pingouins!